si on veut régler les problèmes de la SNE ou de EDC aujourd'hui, pourquoi ne pas contractualiser avec ces entreprises canadiennes et françaises qui travaillent avec le Sénégal, la Sénélec? Pourquoi aller voir la Sénélec qui elle-même a bénéficié du soutien de ces sociétés? C'est comme si, donc, la Sénélec va chercher une technologie auprès de cette société et c'est cette technologie que la Sénélec vient nous vendre alors que nous pouvons aller à la source directement. Et moi, cette médiocrité installée à la tête du Congo, c'est ça qui est gênant. La Sénélec n'est pas capable de produire l'électricité et de la distribuer aux Sénégalais. Pourquoi la Sénélec serait capable de le faire au Congo? Soyons méthodiques, soyons scientifiques. Si la Sénélec peut régler ces problèmes-là au Congo, en prenant seulement une partie de la société d'électricité, alors même qu'elle est incapable de régler ces problèmes-là en maîtrisant toute l'infrastructure électrique au Sénégal. Est-ce que, et en plus, là où c'est encore gênant, Coliné Makosso ne comprend rien dans les règles de préséance. La Sénélec est une société publique sous responsabilité du gouvernement et du président sénégalais. Si cette société doit signer des accords à l'étranger, ça doit être avec le Premier ministre sénégalais ou le président sénégalais. Sachez-le que demain, ce Sénégalais que vous avez vu sur Télé Congo disparaît avec toute la caisse. Nous n'avons aucun moyen d'aller réclamer cet argent au Sénégal. Bon, vérifier information. Le DG là n'est pas sénégalais. Oui, il est sénégalais d'origine parce que son grand-père fut sénégalais à 100%. Mais sa grand-mère, son côté paternel, donc le père est côté sénégalais, côté malien. Son grand-père s'appelait Pape Amadou Diop. Son père, c'est Ibrahim Diop. Et sa mère, c'est la cousine à Madame la présidente Antoinette Sassou Nguesso. Donc, sa mère, c'est Madame Diop. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont fréquenté à l'école Félix Tchikaya, qui connaissent Madame Diop, elle fut directrice à l'école Félix Tchikaya. C'est elle actuellement qui gère Congo Assistance au niveau de Pointe-Noire. Donc après Madame Antoinette, c'est elle qui est à la Congo Assistante. Celle-là, c'est sa mère. Donc elle est de mère Vili et de père sénégalais d'origine. Mais sinon, son père est congolais, ex-directeur de la douane à Pointe-Noire. Ce n'est pas un Sénégalais. Donc il y a une manigance, il y a une mascarade totale là. Ce contrat, ces conventions ne peuvent être validées que si c'est la signature du Premier ministre et du Président, parce que c'est ceux qui ont reçu mandat. Coliné Makosso, Premier ministre, avec Émile Ouesso, commettent une faute professionnelle, une faute politique, passible des tribunaux, parce que, en tant que Premier ministre et ministre, ils vont signer en engageant l'État congolais face à un directeur d'entreprise. Mais mon Dieu! Ça nous rappelle un peu la signature des accords de cession des terres par Denis Christian Sassou Nguesso avec le Rwanda, qui est allé engager le Congo là-bas. Dans le même temps, on ne se souvient pas qu'en juillet 2024, la Banque mondiale avait approuvé un prêt de 100 millions de dollars, l'équivalent donc de 61 milliards de francs CFA, pour réhabiliter et renforcer le réseau de transport entre Brazzaville et Pointe-Noire, mais aussi d'améliorer la distribution, la commercialisation. Donc, en 7 mois, on est allé prendre 100 millions de dollars. Et là, même s'ils ont coupé la séquence sur le montant, c'est-à-dire les capitaux apportés, et quelqu'un me disait, mais finalement, est-ce que les Congolais sont en train de comprendre une chose? C'est que nous avons affaire à un régime des délinquants, des criminels, en fait, qui créent des projets pour emprunter de l'argent qu'ils mettent dans les poches et augmenter la dette de sorte que le jour où ils vont partir, ben, ils laisseront le Congo, dont, permettez le terme, cette merde. Mais vous savez, on va replonger dans l'histoire du retour de Sassou. Quand Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir en 2017, il revient dans ses valises avec une stratégie pour dilapider les fonds publics. Souvenez-vous, je vous ai dit, nous voulons nous développer, mais comment nous gérons déjà notre argent? Donc, toute la stratégie du pouvoir de Brazzaville, c'est comment sortir l'argent. Et c'est une stratégie qui arrive même au niveau matrimonial, où
dans le cercle du pouvoir, on épouse les femmes étrangères et des hommes étrangers, parce que c'est avec ça qu'on fait sortir les capitaux. Bonjour Didier Mouni-Volo. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Merci, spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, CRC. Grand merci d'être avec nous sur R7. Alors, la Société Énergie électrique du Congo, E2C, qui avait remplacé la Société nationale d'électricité, SNE, en août 2018, pour des raisons de contre-performance, vient de céder la distribution et la commercialisation à la Société électrique du Congo, Soselec, une filiale de la Sénélec, donc la Société nationale d'électricité du Sénégal. La signature de la convention d'affermage a eu lieu le 14 février dernier entre le gouvernement congolais, représenté par son ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Émile Rosso, et Papa Mamadou Diop, directeur général de la Société d'électricité du Congo, Soselec. Quelle lecture faites-vous de cette convention d'affermage? Monsieur Perrin, c'est toujours un plaisir pour moi, représentant en tout cas porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, d'accepter vos invitations pour éclairer les Congolais sur ce qui se passe dans notre pays. Et ces derniers temps, s'est passé un événement grave, très grave de conséquences, mais on en parlera, sur le fait que sans qu'on ne comprenne ce qu'il s'est passé, sans être informé sur le plan régional ou international de l'appel d'offres, parce que ce genre de session, ça se fait sur appel d'offres, sans qu'on explique aux Congolais en quoi le choix de la Société nationale d'électricité du Sénégal serait le choix le plus judicieux, mais quelles étaient d'autres entreprises en compétition pour reprendre en tout cas la partie distribution et commercialisation de l'électricité au Congo, sans que tout ça ne soit clair. On apprend que une société avec des capitaux publics sénégalais peut contractualiser avec le Premier ministre congolais. Donc, je pense que dans cette situation, c'est quand même quelque chose de trouble que je trouve, et il y a nécessité que le Premier ministre Koliné Makosso et le ministre Émile Ouesso puissent donner plus d'explications aux Congolais. Et d'ailleurs, moi j'ai regardé sur la toile, jamais, plus que même l'affaire des terres au Congo, cette histoire de E2C cédée aux Sénégalais, en tout cas, même si on dit que c'est juste la branche commercialisation et distribution, je n'ai jamais vu des Congolais réagir comme ça, de Ouesso Bétou jusqu'à Pointe-Noire, de Djambala Gamboma jusqu'à Sibiti Komono, partout au Congo. Vous avez même des gens qui se disent militants du PCT, soutien du pouvoir, qui ne supportent pas ce qu'il s'est passé. Regardez les vidéos sur Internet. Donc, c'est une affaire très grave et je prendrai le temps d'expliquer aux Congolais pourquoi c'est grave. Parce que l'électricité dans un pays, ce n'est pas rien. Croyez-moi, que vous soyez la Chine, que vous soyez les États-Unis, la France ou les pays africains, l'électricité, c'est la base du développement économique. Si Denis Sassou Nguesso veut faire du Congo le pays émergent comme il a promis, ou peu importe la femme ou l'homme qui viendra au pouvoir pour faire du Congo le pays émergent, même pas développé, la base, c'est déjà l'électricité. Et l'électricité, vous le trouvez dans la santé, vous le trouvez dans la sécurité, mais vous le trouvez aussi dans la protection des individus, mais aussi dans le bien-être. Dès lors qu'on utilise du matériel électrique pour s'éclairer et pour préparer à manger, on n'a pas donc des réchauds à pétrole ou encore des lampes pétrole, on gagne en santé et on peut faire tout un débat avec le corps médical là-dessus. En matière de sécurité, l'éclairage public contribue à la sécurité des citoyens. Donc, on ne cède pas
les sociétés d'électricité dans le monde entier, aux États-Unis, en France, en Russie, ce sont ce qu'on appelle les entreprises stratégiques. Le nom officiel de ces entreprises, vous pouvez interroger tous les professeurs de relations internationales, de stratégie militaire. L'éclairage est un mécanisme de défense. Même l'être humain pendant la préhistoire, dès lors qu'il a maîtrisé le feu, il a utilisé le feu, donc la lumière, l'éclairage, pour se protéger des animaux, des bêtes féroces. Voilà, Donc, vous alors voyez bien que... Didier Mounivolo, tout à l'heure vous disiez qu'il y a trop d'opacité autour de cette convention. Évidemment, c'est le constat que je ne sais pas si vous avez, lorsque vous avez suivi le reportage, d'ailleurs on va le proposer tout à l'heure, la chose la plus curieuse que moi j'ai notée, hein, je ne sais pas si les autres aussi l'ont vu, c'est que dans ce reportage, lorsque le repreneur, s'il faut l'appeler comme ça, donc le directeur général de la filiale sénégalaise qui a pris le E2C, c'est comme ça qu'on appelle ça, lorsqu'il veut parler du montant, c'est-à-dire des capitaux apportés, la séquence est coupée. En fait, ça dénote déjà l'opacité sur le montant ou les capitaux apportés. Et j'ai essayé de regarder sur la toile, j'ai même demandé aux gens qui sont sur place au Congo-Brazzaville si quelqu'un avait lu un article de la presse écrite sur le montant apporté par cette société, cette filiale sénégalaise. En tout cas, on m'a dit personne n'a vu ça. Et quand vous suivez le reportage, apparemment, il a été réalisé par, je ne sais pas si c'est un communicant de la primature, mais ça, on va chercher à comprendre. Mais en plus, c'est que cette convention a bénéficié d'une couverture, j'allais dire, très restreinte de la presse congolaise. Alors, déjà, deux, trois choses par rapport à ce que vous posez comme question. Déjà, mais je l'ai toujours condamné, hein, peut-être pas tout le monde, mais il faut aussi pointer le comportement de la presse congolaise dans le traitement de certaines affaires, qu'il s'agisse des terres, qu'il s'agisse comment on appelle ça, qu'il s'agisse La convention dont on fait état? de la convention dont on parle. La presse congolaise n'est pas une presse d'investigation. Il appartient aux journalistes congolais de mener les investigations et lorsqu'ils ont, par exemple, M. Adunganda et ce responsable de la filiale de Sénélec qui reprend donc la distribution et la commercialisation de l'électricité chez nous, on appelle ça en termes journalistiques, je ne vous apprends rien, c'est votre métier, il faut saucissonner les gens. Il faut les saucissonner. Il faut les pousser dans leur retranchement, qu'ils vous disent les choses. Déjà, vous dites l'opacité. Monsieur Perrin, sans être professeur dans une haute école de commerce, comment on cède les parts de marché d'une entreprise? On fait d'abord un appel d'offres. Sans être un étudiant brillant, on fait un appel d'offres. Et lorsqu'on fait un appel d'offres, l'appel d'offres est accompagné d'un cahier de charges. C'est-à-dire que c'est vous qui cédez, vous rédigez, ou même vos matières premières, vous rédigez votre cahier de charges. Et vous avez donc des entreprises qui vont candidater pour récupérer la distribution et la commercialisation de l'électricité au Congo. Mais les entreprises, dans leur dossier de candidature, entre autres, qu'est-ce qu'on trouverait? On trouverait déjà pour chaque entreprise son bilan, le bilan de cette entreprise. Parce que si l'entreprise qui récupère votre part de marché est une entreprise en déficit, vous faites comment, M. Perrin? Si cette entreprise n'a pas de capitaux, vous faites comment? Et cette entreprise, entre autres, vous apporte des garanties de financement. Donc, on va vérifier dans la comptabilité de l'entreprise qui va reprendre les parts de marché, c'est sa force financière, sa puissance financière capable de faire le job que cette entreprise prétend faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous dites que lorsqu'ils ont voulu parler des chiffres, on a coupé. Mais parce que très vite, on allait se rendre compte que les chiffres sont faux. Je vais vous dire, je suis allé regarder le site de Sénélec. Sénélec travaille avec des entreprises françaises, canadiennes et canadiennes pour déjà ces différents segments. Je dois rappeler aux Congolais, peut-être qu'ils ne le savent pas, sous Macky Sall, qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Sous Macky Sall, le Sénégal a battu des records de délestage, entraînant donc des crises énormes chez certaines entreprises
sénégalaise. Et donc, les entreprises et les citoyens au Sénégal, c'est-à-dire les consommateurs de l'électricité de Sénélec, ont mené des mouvements sociaux tellement forts que Macky Sall n'a pas eu d'autre choix que de limoger le PDG, la direction de Sénélec. Il y a quoi? Il y a 2-3 ans. Où on a, 2-3 ans, c'était évidemment en juillet 2022. Je vais vous proposer d'ailleurs la séquence où voilà, Macky Sall va prendre la parole parce qu'il n'était pas du tout d'accord. Et c'était d'ailleurs en plein sommet Afrique, Banque mondiale. Suivez. The work, because it is one thing to talk about it is the other to really develop the projects. And we have been impressed that Je voudrais avant toute chose dire que cette coupure est un signe de contre-performance qui n'est pas acceptable par rapport à nos volontés d'émergence. Et quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Et en Afrique, on n'a pas la culture de la sanction. Mais je trouve que cette action doit être sanctionnée. Parce qu'on ne peut pas avoir une rencontre aussi importante et que les responsables de l'hôtel se laissent, acceptent des situations pareilles. En réalité, j'ai mis un centre moderne à Diamniadio, mais les besoins de la fête de la Tabaski et le mouvement de migration vers l'intérieur fait que les routes sont chargées et nous avons voulu garder nos hôtes ici à Dakar, mais je pense que le protocole doit régler définitivement ce genre d'incident qui n'est pas tolérable. Alors, vous disiez que finalement, le directeur général de l'époque avait été viré. Moi, je voulais qu'on revienne d'abord sur le reportage, sur notamment la signature de la convention d'affermage, pour écouter attentivement le directeur général de Soselec, c'est-à-dire la nouvelle société de droit congolais, mais en fait filiale de la Sénélec. Je demande à nos téléspectateurs d'être très, très attentifs. Suivez. Nous savons qu'il y a les ressources humaines locales qui sont très pertinentes et qui sont très importantes dans le pays à travers ECAREC, qui vont travailler avec nous et qui vont constituer d'ailleurs l'essentiel du personnel. Nous apportons l'expertise d'avoir vécu la même chose et d'être passé par là, et Dieu merci d'avoir pu sortir le Sénégal de là. Donc nous pensons que, et nos ingénieurs sont venus plusieurs fois, ils savent ce qu'il faut faire, et avec l'appui des cadres de ECAREC qui constituent l'essentiel de la société d'excès du Congo que nous avons bâti, je crois que le défi, on va le relever et on va résoudre les problèmes en procédure d'urgence. Pour ce qui est de la modernisation du secteur, portée par les réformes en cours, la Société Énergie électrique du Congo a été érigée en société de patrimoine. À ce titre, elle détient une participation à hauteur de 15% dans l'ensemble des segments du marché énergétique, couvrant la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'électricité. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'il veut aborder les capitaux, on a coupé. Et lorsqu'on avance plus loin, le directeur général dit qu'ils sont passés par cette étape, c'est-à-dire ils ont connu ce moment de crise, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire des coupures intempestives, les délestages, et qu'ils ont résolu le problème et qu'ils voudraient faire bénéficier cette expérience au Congo. Nous apportons l'expertise d'avoir vécu la même chose et d'être passé par là, et Dieu merci d'avoir pu sortir le Sénégal de là. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est ce que vous venez d'amorcer d'ailleurs, c'est que c'est plutôt grâce au partenariat avec les entreprises canadiennes, notamment Hydro-Québec International. Et moi, ma question, pourquoi n'ont-ils pas conseillé, bon, ou alors ils n'étaient pas non plus obligés, c'est plutôt le gouvernement congolais qui pouvait d'abord se renseigner comment le Sénégal a fait pour résoudre, si c'est vraiment cela actuellement, mais il y a toujours des petits soucis, ça on le sait, on a vérifié, avant même de préparer cette émission, j'ai vérifié sur le Sénégal, ils ont toujours ces petits soucis. Ay coupure courant yu bari tay faral di yàgg
ñu nemmeeku ko ci diwaan yu bari ci Ndakaaru donte lu ni mel gëjoon na am lool. Depuis avant-hier constaté nañu ne coupure yu métti mu fi am parce que boo xoolee bërki démb toute la nuit amuñu courant à partir de 20h la coupé ba presque bët set hier matin la soog a ñëwaat. surtout fii fan yii ñu ngi am ay coupures yu répétitives parfois mu coupé booy xool guddi gi yëpp te ñu ngi nekk ci période hiver ak tàngaay xam nga bu ñu nee tàngaay moom ak coupure ànduñu ndax tàngaay mu ngi tooy ndox bi mu ngi tooy boole ak yooyu ak tout ça c'est très compliqué. mu doon ay jàmbat yu tukkee ci askan wi ñoom ñëpp manko di ko joytu coupure yi nag mel na ni bari na ay yàqu-yàqu ak it ay jafe-jafe yu muy teg askan wi kër gi ak melokaan wi ñu ko fekk di ko firndeel. comme ni nga ko gisee nii c'est une question de sécurité bu nga xamante ni dafa grave sax parce que boo xoolee démb ci guddi à partir de 5h du matin la benn odeur u lakk-lakk benn xeetu lakk-lakk envahir koñ bi yëpp ci la nit ñi obligé ñëpp yeewandoo kenn xamul fan lay tàkk après bi ñu génnee ci lañ gisee ni après kër gi moo am problème mu électricité bu tàkk mu nekk bu nga xamante ni tout le monde était apeuré ñëpp a tiitoon parce que affaire yi c'était extraordinairement grave comme ni ko gisee bu ak yooyu boo xoolee y avait des boules de feu yu nga xamante ni dafa grave quoi. yamul ci ñoom rek Alpha moom it di liggéey ay pièces détachées coupure courant yi bari na lu mu leen di yàqal. Oui, c'est pas fini. Le congolais n'est-il pas allé droit vers des partenaires qui ont aidé le Sénégal à surmonter certaines difficultés que d'aller traiter avec des entreprises, une société, soit-elle filiale de la Sénélec, mais qui en réalité, l'expérience est douteuse parce que, vous l'avez dit, est-ce que le gouvernement congolais est allé regarder dans l'historique de cette société? Monsieur Perrin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voulez régler vos problèmes, vous faites un appel d'offres, charge à vous, vous n'allez pas vous contenter des documents fournis dans le dossier. Vous avez vos administrations qui vont aller vérifier sur le net, sur la presse spécialisée, qui vont consulter. Écoutez-moi, Monsieur Perrin, nous avons parlé sur votre chaîne de l'ancien ministre du budget qui mène les audits. Avant même l'appel d'offres, il faut d'abord faire l'audit de E2C. Et c'est l'audit qui va permettre de dégager des préconisations pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va chercher. Pour revenir au cœur de votre question, comment voulez-vous qu'un pays qui veut être émergent ou développé va chercher des partenaires moins lotis que lui? En termes de possibilités de développement économique, le Congo est mieux que le Rwanda, le Congo est mieux que le Sénégal, en termes de possibilités. Quand on voit les richesses dont dispose le Congo, quand on voit la situation géographique du Congo, quand on voit tout ce que la nature donne au Congo, on est mieux loti. Pour faire une digression, le fleuve Sénégal, 600 000 emplois. Le fleuve Congo, qui est le deuxième fleuve le plus puissant du monde, peut générer combien d'emplois? Si le fleuve Sénégal génère 600 emplois, ça veut dire qu'avec le fleuve Congo, on peut générer 2 millions d'emplois. Mais ce n'est pas en allant regarder le Sénégal qu'on va faire ça. Donc, moi, ce qui m'inquiète pour mon pays, et c'est pour cela que j'ai accepté votre invitation, c'est que si on veut régler les problèmes de la SNE ou de E2C aujourd'hui, pourquoi ne pas contractualiser avec ces entreprises canadiennes et françaises qui travaillent avec le Sénégal, la Sénélec? Pourquoi aller voir la Sénélec qui elle-même a bénéficié du soutien de ces sociétés? C'est comme si, donc, la Sénélec va chercher une technologie auprès de cette société et c'est cette technologie que la Sénélec vient nous vendre alors que nous pouvons aller à la source directement. Quand vous voulez gagner la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, vous cherchez un entraîneur, vous mettez en place les infrastructures, vous recrutez des joueurs à un niveau donné. Mais vous n'allez pas vouloir gagner la Coupe d'Afrique avec des joueurs de bas catégorie, de bas niveau. Tout comme si vous voulez des grands médecins, M. Perrin. Mais vous n'allez pas chercher les meilleures infirmières sénégalaises pour venir former vos médecins. Ça sera que des médecins pour former des médecins. Et moi, cette médiocrité installée à la tête du Congo, c'est ça qui est gênant. La Sénélec n'est pas capable de produire l'électricité et de la distribuer aux Sénégalais
pourquoi la Sénélec serait capable de le faire au Congo? Soyons méthodiques, soyons scientifiques. Si la Sénélec peut régler ces problèmes-là au Congo, en prenant seulement une partie de la société d'électricité, alors même qu'elle est incapable de régler ces problèmes-là en maîtrisant toute l'infrastructure électrique au Sénégal. Et en plus, là où c'est encore gênant, Koliné Makosso ne comprend rien dans les règles de préséance. La Sénélec est une société publique sous responsabilité du gouvernement et du président sénégalais. Si cette société doit signer des accords à l'étranger, ça doit être avec le Premier ministre sénégalais ou le président sénégalais. Sachez-le que demain, ce Sénégalais que vous avez vu sur Télé Congo disparaît avec toute la caisse. Nous n'avons aucun moyen d'aller réclamer cet argent au Sénégal. Ce contrat, ces conventions ne peuvent être validées que si c'est la signature du Premier ministre et du président, parce que c'est ceux qui ont reçu mandat. Koliné Makosso, Premier ministre, avec Émile Ouesso, commettent une faute professionnelle, une faute politique passible des tribunaux, parce que, en tant que Premier ministre et ministre, ils vont signer en engageant l'État congolais face à un directeur d'entreprise. Mais mon Dieu! Ça nous rappelle un peu la signature des accords de cession des terres par Denis Christian Sassou Nguesso avec le Rwanda, qui est allé engager le Congo là-bas. Mais il a reçu quel mandat populaire? Il a reçu quel mandat populaire pour engager? Et d'ailleurs, lorsque M. Pierre Mabiala discute avec un ambassadeur du Rwanda pour lui demander les titres fonciers, M. Mabiala commet une faute politique passible du tribunal pénal. Lorsque vous êtes Premier ministre, vous traitez avec les premiers ministres. Lorsque vous êtes ministre, vous traitez avec les ministres. Mais moi, ce qui me gêne dans tous les traités que nous avons, c'est de voir nos ministres, Christelle Denis Sassou Nguesso, qui va contractualiser en termes d'alimentation au Congo avec un Indonésien ou un Thaïlandais que personne ne connaît. Oui, mais pendant que vous le dites, évidemment, c'est ce qui a paru d'ailleurs très curieux. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la représentation, bien sûr, de la Sénélec, si c'est comme ça qu'on appelle ça, la Société nationale d'électricité du Sénégal, est-elle représentée par la filiale? C'est le directeur général, Monsieur Mamadou, évidemment, Diop, qui a signé. Et du côté du Congo-Brazzaville, c'est le ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le Congo et le Sénégal ont conclu une convention d'affermage portant sur la distribution et la commercialisation de l'électricité en République du Congo pour une période de 10 ans. La gestion de ce segment sera désormais assurée par la société sénégalaise Sénélec. La signature de la convention a eu lieu en présence du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. L'acte a été formalisé par Émile Ouesso, ministre congolais de l'énergie, et par Pape Mamadou Diop, directeur général de Sosélec, filiale de Sénélec. Pourquoi ils n'ont pas fait intervenir le directeur général de E2C? Dans de tels accords, vous avez le Premier ministre, vous avez les ministres et vous avez les directeurs généraux des entreprises concernées. Donc, parce que, évidemment, c'est leur sujet, ils sont Adou Nganda, c'est le conseiller, entre griffes. C'est le conseiller du ministre Émile Ouesso. Donc, il lui dit, bon, monsieur le ministre, là, on peut signer. Là, non, il faut demander ceci, il faut demander ça. Donc, mais comme, en fait, souvenez-vous, je vous avais dit que la République du Congo, il faut qu'on arrête d'appeler ça la dictature. La toute première fois, c'est sur votre chaîne que je vous ai dit, n'appelez pas le Congo une dictature. Même une dictature ne fonctionne pas comme ça. Le Congo, c'est la mafia et c'est un gangstérisme. C'est des gangs. C'est dans un gang où on ne respecte pas. C'est la loi du plus fort. Donc, on écarte M. Adou Nganda, même si on peut lui reprocher des choses, mais c'est le directeur, on l'écarte, on est entre nous, comme ça, c'est nous qui allons bouffer l'argent. C'est tout. Évidemment, lorsque vous parlez de la loi du plus fort, et là, on va se poser quand même la question de savoir, est-ce que ceux qui ont signé, notamment le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, est-ce qu'ils n'étaient pas sous pression? Parce qu'il y a un VOS qui circule sur la toile, bon, enfin, une voix attribuée à Adou Nganda, mais je n'ai pas pu authentifier ça. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque vous suivez cet audio jusqu'à la fin, vous vous rendrez compte que c'est un syndicaliste d'un syndicat de la EDC, mais le monsieur qui parle semble dire, en fait, il s'adresse à son ministre pour lui dire, monsieur le ministre, ne cédez pas
nous savons qu'il y a une pression, mais ne cédez pas à cette pression parce que cette affaire-là est grave. Il rappelle même pour dire que nous sommes informés de la réunion du 4 février 2025. Et c'est là-bas que le ministre certainement a subi la pression, donc Émile Wosso, je dis certainement, probablement, c'est pas certainement, probablement, parce que tout ça c'est à vérifier. Et lorsque je suis allé rechercher la réunion du 4 février, était présent là-bas Denis Christel Sassou Nguesso, vous avez aussi, voilà, évidemment, Émile Wosso, qui était aussi là. Et c'est là-bas qu'ils ont traité d'un projet de distribution de 9000 kits solaires automatiques dans le département de la Likwala. Celui qui parle dit, monsieur le ministre, ne cédez pas à cette pression. Il y a des gens qui sont nommés au gouvernement juste pour se faire des poches. Et ils ont des agendas cachés. Je vais proposer à nos téléspectateurs de suivre cette séquence et on revient sur le plateau pour voilà, continuer notre émission. Suivez. Monsieur le ministre, je crois que vous devrez sortir dans ce dossier. C'est un dossier compliqué. Vous vous exposez. Nous sommes au courant que vous êtes sous pression. On est au courant de tout. Nous sommes bien informés. Il y a une information qu'on nous avait donnée, si c'est vrai ou faux, que le 4, il y a eu une réunion où un ministre, vous étiez à cette réunion, un ministre a dit qu'il va acheter 900 kits solaires, il va donner à Likwala. Ça veut dire qu'à Likwala, EDC ne va plus exister. Voilà, alors Didier Mundivolo, est-ce qu'on peut penser que, bon voilà, Émile Wosso a signé sous pression cette convention qui semble être, mais vraiment ambiguë, vous l'avez dit, opaque à tous les points, parce que déjà lorsqu'on suit Adou Ganga à la télé Congo, il parle de 2 ans. Ces partenaires vont nous apporter des investissements nécessaires pour améliorer la qualité du service public. Voilà le grand problème. Et ils auront aussi la mission de maintenir nos installations, de les entretenir. Et il y aura donc une notation de la performance de ces sociétés-là, où nous sommes actionnaires à 15%. Ça veut dire que nous sommes le gendarme de l'État au sein de ces sociétés-là, pour voir si réellement ils respectent la convention signée. Si au bout de 2 ans, en ce qui concerne par exemple la distribution et la commercialisation, si au bout de 2 ans, nous constatons qu'ils n'arrivent pas à atteindre, on ne sent pas d'amélioration, d'évolution dans ce qu'ils font, l'État peut décider de retirer cette société entre la gestion de ce patrimoine entre leurs mains et remettre à écaresser en attendant de trouver encore un autre partenaire. Alors que le directeur de la Sénélec, lui, parle de 10 ans. Au vu des résultats et au vu des visites que nous allons et qui seront consolidées dans les 3 mois où on fera l'audit, nous pensons que dans les 10 ans et même moins, en tout cas, on pourra effectivement redresser le secteur et après aller vers les performances. Donc même là, les choses ne sont pas, il y a une incohérence. Mais vous savez, M. Perrin, je fais les parallèles avec l'histoire des terres. Vous voyez, on vend nos terres. À la télé rwandaise, vous avez une version. Télé Congo avec Colline Makosso, Christelle, Denis Sassou Nguesso, une autre version. On en a beaucoup parlé. En tout cas, télé R7, on a beaucoup parlé. Et là, on revient à la même chose. Vous avez Télé Congo, journal officiel. Alors, je dois dire aux Congolais, le journal officiel de 20h, c'est un journal international. Dans tous les pays du monde. C'est une institution d'ailleurs, oui. C'est une institution, le journal de 20h. Donc, journal de 20h. Colline Makosso est assis, on vous dit concession 10 ans. Dans le même jour, le reportage avec Colline Makosso parle de 10 ans, mais déjà Adou Nganda, qui est à la télé, donc, lorsqu'il prend la parole, il dit c'est 2 ans. Mais de dire comment nos responsables travaillent entre eux. Le Premier ministre ne peut pas vous dire que c'est 10 ans, parce que quand on dit devant lui, c'est lui qui signe, et le directeur vient, il dit non, c'est 2 ans, et au bout de 2 ans, si la filiale de Sénélec a échoué, nous on récupère le temps de chercher
d'autres preneurs, d'autres partenaires. Mais à quel moment à Dunganda, Émile Ouesso, Colline Makosso, Denis Sassou Nguesso se disent, dans les 2 ans, nous formons nos propres ingénieurs. C'est comme ça qu'un pays devient émergent. Lorsque les Chinois ont voulu être un pays émergent, mais après se développer, les Chinois n'ont pas envoyé leurs étudiants étudier en Corée du Nord, au Vietnam ou en Corée du Sud. J'ai fait 4 ans d'études en Chine. Les professeurs chinois que nous avions ont étudié dans des grandes universités aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Japon, c'est-à-dire qu'ils sont allés vers la sommité, ceux qui sont mieux qu'eux. Vous voulez être émergent, mais vous êtes toujours là à traficoter avec ceux qui sont moins bons. Oui, mais Didier Moini-Volo, c'est vous qui parlez de l'émergence. Est-ce que vous pensez que Denis Sassou Nguesso a cette vision-là? On est loin là de ce que lui il pense. Il faut peut-être analyser les faits pour tout comprendre. Désormais, tout est clair, en fait. C'est pour cela que j'analyse les faits en disant aux Congolais que lorsque vous voyez le comportement du pouvoir de Brazzaville, ils sont en train de se faire de l'argent. L'audio qu'on entend, c'est ça. L'audio, que ce soit d'Adunganda ou du syndicaliste, peu importe la personne qui parle, il faut retenir la quintessence, le fond du problème. C'est-à-dire, nous avons un régime qui est là pour se faire de l'argent. Les moindres projets qui peuvent être dans l'intérêt de la population deviennent des opportunités pour se faire de l'argent. C'est tout. Les moyens, c'est l'État qui bloque tout ça. Si aujourd'hui on dit qu'on sort la dette de l'État, elle est colossale. La plupart des ministres, dont vous-même, à la sortie de la guerre, il y avait des sociétés d'entretien routier. La société est où? Après, vous avez créé une société CIPA. Je vois les épaves de véhicules là, à Pro-Rio là-bas. La société est où? Elle n'existe pas. Ça veut dire qu'au gouvernement, il n'y a pas de manager. Les gens viennent seulement pour se faire les poches. Ce problème-là, c'est un dossier compliqué, monsieur le ministre. Donc, on est allé chercher cette entreprise. Et d'ailleurs, en bon panafricaniste, je pense que c'est peut-être pour cela que Ousmane Sanko et Joe Maïfaï n'ont pas voulu plonger là-dedans. Ils ont dit, nous, on ne viendra pas. J'ai fait l'hypothèse que nous, on ne viendra pas. On ne prendra pas ça parce qu'on risque d'avoir des problèmes avec des Congolais. Si vous voulez, vous le faites avec le directeur général. Vous voyez avec le directeur général, mais nous ne mettrons pas la protection juridique du gouvernement. Ça suppose que c'est nous qui prenons les risques. Et le jour où ça va capoter, nous ne pourrons même pas saisir l'Organisation mondiale du commerce pour dire quoi? Pour dire quoi? Déjà que dès le début, les dés sont pipés. Personne n'est allé. Et puis, M. Perrin, ils vont reprendre la distribution et la commercialisation. Mais ils apportent quoi en termes de création d'emplois? Et nous, quelle est notre garantie qu'il n'y aura pas de fuite d'argent, fuite des capitaux? Quelle est la banque qui sécurise cette transaction? Ils peuvent nous dire quelle banque? Quelle est la banque au Oui, mais la garantie, pendant que vous parlez de la garantie, là, on vient de comprendre que même Abdou Ganga n'a rien compris de cette convention. La preuve, c'est qu'il dit quelque chose. Et son premier ministre, voilà, le premier ministre du gouvernement, dit tout autre chose. Et avant, d'ailleurs, une semaine, je crois, avant cette signature, il y a eu des manifestations, des contestations au niveau de la E2C. On a vu les travailleurs, comment ils s'opposaient à ce qu'ils appelaient des réformes. Et c'est ça, les réformes en question. En fait, on n'a même pas, je ne sais pas si les travailleurs étaient informés de ce qui devrait se faire. Alors, mais dans le même temps, on ne se souvient pas qu'en juillet 2024, la Banque mondiale avait approuvé un prêt de 100 millions de dollars, l'équivalent donc de 61 milliards de francs CFA, pour réhabiliter et renforcer le réseau de transport entre Brazzaville et Pointe-Noire, mais aussi d'améliorer
la distribution, la commercialisation. Donc, en 7 mois, on est allé prendre 100 millions de dollars. Et là, même s'ils ont coupé la séquence sur le montant, c'est-à-dire les capitaux apportés, et quelqu'un me disait, mais finalement, est-ce que les Congolais sont en train de comprendre une chose? C'est que nous avons affaire à un régime des délinquants, des criminels, en fait, qui créent des projets pour emprunter de l'argent qu'ils mettent dans les poches et augmenter la dette, de sorte que le jour où ils vont partir, ben, ils laisseront le Congo, dont, permettez le terme, cette merde. Mais vous savez, on va replonger dans l'histoire du retour de Sassou. Quand Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir en 2017, il revient dans ses valises avec une stratégie pour dilapider les fonds publics. Souvenez-vous, je vous ai dit, nous voulons nous développer, mais comment nous gérons déjà notre argent? Donc, toute la stratégie du pouvoir de Brazzaville, c'est comment sortir l'argent. Et c'est une stratégie qui arrive même au niveau matrimonial, où dans le cercle du pouvoir, on épouse les femmes étrangères et des hommes étrangers, parce que c'est avec ça qu'on fait sortir les capitaux. En réalité, pour tout vous dire, aujourd'hui, au Congo, on peut avoir une banque d'investissement, une banque de création d'entreprises. C'est-à-dire qu'à la place d'aller chercher une filiale de Sénélec, on incite plutôt les Congolais diplômés de grandes écoles de commerce, il y en a beaucoup, diplômés de finances, qui ont une sensibilité aux affaires, de créer une filiale et on leur donne cette partie d'exploitation. La E2C n'est pas obligé de tout gérer, hein, attention. E2C peut-être, on peut, si on veut vraiment avoir ce qu'on appelle des entreprises de référence, hein, comme le CAC 40 en France ou comme le Nasdaq aux États-Unis, on peut donc faire de E2C la maison mère et E2C drive autour d'elle des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Donc, il y a une petite et moyenne industrie qui s'occupe donc de la distribution, qui s'occupe de la commercialisation. On peut externaliser sans pour autant aller chercher des étrangers. Et c'est comme ça aussi que le Congo va fabriquer son socle de capitalistes congolais, c'est-à-dire le patronat congolais. Et donc, on a un patronat qui est fort et qui soutient les politiques publiques et les politiques sociales au Congo. Et donc, on peut donner le transport de l'électricité, c'est-à-dire c'est une entreprise des Congolais, hein, des femmes et des hommes congolais, qui s'occupent de mettre des poteaux et de tirer les fils. Et c'est une autre entreprise qui fait tel ou tel type de maintenance. Donc, ce qu'on est en train de donner aux étrangers devait revenir en réalité au capital congolais. Et un capital, à la base, soutenu par l'État. C'est tout à l'heure, quand je vous parlais des Chinois, c'est ce que les Chinois ont fait. Qu'est-ce que les Chinois faisaient? Ils récupéraient tous les diplômés des grandes écoles de commerce aux États-Unis, tous ceux qui ont le MBA, hein, le diplôme qu'on connaît, Master of Business and Administration, c'est un diplôme qui est beaucoup valorisé en Chine. Et donc, ils récupèrent ça. Quand les gens viennent avec ces diplômes-là, dès lors qu'ils se proposent de créer un petit business, il y a des banques en Chine qui les financent. Mais vous, étrangers, même si vous venez, pourquoi on doit vous financer? Et c'est tout à fait normal. Il faut protéger le marché local. Et c'est comme ça que vous pouvez créer de l'emploi pour vous dans tous les domaines. Le tourisme, le transport, la télécommunication, le commerce, l'agro-industrie, l'agroalimentaire, l'automobile, dans tous les secteurs. Et donc, là, l'exemple de E2C, en soi, c'est génial d'essayer de faire de sorte que Adunganda ne gère pas tout, mais attention, il y a une méthodologie de travail, il y a des manières de faire. Or là, la stratégie du pouvoir, et c'est ça qui est condamnable, vous avez parlé des kits solaires pour la Likwala, et d'ailleurs dans l'audio, on entend bien que donc E2C ne va plus intervenir dans la Likwala, va disparaître de la Likwala. Donc la Likwala devient, en termes d'électricité, le business, on ne sait pas de qui. Et tout ça, c'est flou. Ben, c'est voilà le business, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso, toujours lui, en fait. Alors, donc, les Congolais ont aujourd'hui une mission, c'est mettre fin à ce pouvoir. Et le CRC ne cesse de démontrer tous les jours. Souvenez-vous qu'un des intervenants du CRC, toujours sur R7, a dit aux Congolais, depuis que Sassou est revenu au pouvoir, le Congo a généré plus de 133 000 milliards de francs CFA. Mais les preuves sont là, M. Perrin.
Chaque jour qui passe, on a les preuves que nous sommes un pays qui a beaucoup d'argent. Thierry Mongala. Mais d'ailleurs, pendant que vous parlez de l'argent, des moyens, dans cet audio même, le syndicaliste le dit. Ce n'est pas un problème de moyens. Le Congo a des moyens, il le dit, et puis il dit, bon, mais les moyens, notre problème aujourd'hui, c'est le gouvernement qui bloque les moyens. C'est lui qui le dit, hein, c'est qu'il en sait quelque chose. Parce qu'il parle même de, comment on appelle ça, de ce que E2C générait, je crois, quelque chose de 7 milliards, 500 millions comme ça. Je ne sais pas si c'est par mois ou par année. Et que les nouveaux actionnaires, soi-disant, qui étaient venus prendre, donc qui ont muté la SNE en E2C, avant la convention, on leur a remboursé quelque chose d'une vingtaine de millions. Ils n'ont pas compris comment une société qui vaut plus de 7 milliards années a été vendue ou cédée à des gens qui n'avaient apporté que 20 millions, quelque chose de ce genre. Mais il dit encore, et c'est là d'ailleurs la raison pour laquelle un fichier est sorti, le récapitulatif sur les impayés et aux fonctionnaires. Parce qu'il dit, si c'est comme ça, on va sortir les impayés des membres du gouvernement ou des autorités et on verra bien. Mais bien sûr, ça n'a pas tardé. Après, on a vu ce récapitulatif circuler sur la toile. C'est ça le problème. Donc, il y a l'argent. Il dit, il y a des compétences, il y a l'argent. C'est juste une mauvaise foi du gouvernement que d'aller céder la distribution et la commercialisation de l'électricité à une société étrangère. Mais même là, comme on l'a dit, il y a une opacité. Personne ne comprend ce qui se passe. Mais monsieur Perrin, tout à l'heure, je voulais vous renvoyer à un document de Thierry Mongala qu'on peut retrouver sur la toile, où Thierry Mongala parle de la taxe audiovisuelle qui est prélevée sur les factures d'électricité à hauteur de 1000 francs par citoyen. Et quand même lui-même faisait les calculs, on était à peu près à 1,8 milliard de francs CFA par an, et Thierry Mongala donne le nombre d'années, il dit 17 ans. Et en 17 ans, on est autour de 30 milliards 600 millions que E2C a gardé, puisque Thierry Mongala a dit, on ne lui a jamais reversé. Plus, vous voyez, donc rien que ça, plus si vous ajoutez tout ce qu'on vous dit. On va demander à la régie de nous proposer l'élément s'ils en ont, et on revient sur le plateau. C'est toujours bien de proposer des éléments d'illustration pour qu'on ne nous prenne pas pour des gens qui parlent dans l'air. Suivez. Il faut savoir que la redevance audiovisuelle que vous appelez RAV a été instituée par la loi de finances 2001 et elle a été organisée, réglementée par un décret conjoint pris par le ministre des Finances et le ministre de la Communication de l'époque en 2003. Il existe malheureusement une anomalie puisque cette redevance est collectée depuis lors, depuis 2003, par la Société nationale d'électricité, SNE, et E2C aujourd'hui, Énergie électrique du Congo. Et depuis donc 17 ans, le ministère de la Communication et des Médias, bénéficiaire au nom de l'audiovisuel public de cette taxe, et qui aurait dû donc se voir reverser la taxe depuis 17 ans, n'a pas reçu depuis lors, malgré toutes les démarches faites par mes prédécesseurs ainsi que par moi-même, 1 franc sur cette redevance qui est collectée sur les factures d'électricité de chacune et de chacun d'entre nous à hauteur de 1000 francs pour les ménages. Voilà, et donc voilà, de l'argent collecté, c'est de l'escroquerie en bande organisée. On collecte l'argent, 1000 francs par abonné, ou voilà. Et vous avez dit tout à l'heure, le petit calcul nous emmène à plus de 30 milliards. 800 millions. Donc, avec 30 milliards ou 800 millions que E2C n'a pas reversé au ministère de la Communication, qu'est-ce qu'on a fait de ces 30 milliards? Est-ce que c'est 30 milliards comme ça, dans la nature, personne n'est interpellé. Personne n'est interpellé. Et donc, est-ce que ces 30 milliards, est-ce que vous pensez que, comment vous l'appelez, Sénélec nous apporte 30 milliards de francs CFA? Vous savez les besoins en argent du Sénégal aujourd'hui pour ramener 30 milliards au Congo? Et nous, on a 30 milliards, 800 millions. Et il faut que à Dunganda... On a aussi les 61 milliards de la Banque mondiale. On ne sait même pas c'est passé par où. Mais c'est pour cela que moi, je pense que à Dunganda, Émile Wesso, Colline Makosso et Denis Sassou Nguesso
doivent venir expliquer aux Congolais, mais c'est un minimum de respect à devoir à la population. C'est de l'argent public. C'est un minimum de respect. Même Denis Sassou Nguesso n'a aucun respect pour les populations. Et le pire, c'est qu'on pense que dans cette histoire, Denis Sassou Nguesso est la victime. Mais c'est lui le primo inter pares. Le maître à jouer qui met en place ce système, c'est lui. C'est lui qui valide. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Malgré tout ce qui sort, il n'a pris aucune sanction contre aucun responsable. Et le pire, on apprend que parmi ceux qui fraudent la société, nous on comptait sur le procureur de la République pour engager les procédures, et finalement lui-même aussi, on l'a pris la main dans le sac. Mais c'est pas possible ce pays. Le monsieur qui disait Ebele, Yonani, Oza est le côté. Ebele, finalement, tout le monde, Bango Toubaza est le côté. Quand vous regardez les factures impayées des responsables congolais, alors moi je dois rappeler une chose aux Congolais. Il faut savoir que dès lors que nous avons une société d'électricité qui produit, qui stocke, qui transporte et qui livre aux consommateurs, entreprises, administrations et citoyens, individus, tout le monde paye l'électricité. Lorsqu'on vous parle du budget de la présidence de la République, M. Perra, là-dedans, tout en haut du budget, c'est ce qu'on appelle les charges incompressibles. Et parmi les charges incompressibles, il y a l'électricité, l'eau, le gaz, les carburants. Et ça, vous le voyez toujours en haut des budgets des entreprises, des administrations et même des ménages. Donc, on ne peut pas vous dire que non, mais comme c'est le ministère donc le ministère ne paye pas l'électricité. Faux! Dans le budget du ministère, il y a la facture d'électricité. Mais là, donc, vous parlez du budget du ministère, mais il y a aussi leur domicile. Ça est là, parce que bon... J'en arrive. Parce que les gens vous diront, les domiciles, oui, mais les ministères, non. Même les ministères, les directions, les administrations et les maisons. Le président de la République, par exemple, ou le ministre, ils sont logés à titre gracieux en tant qu'autorité publique. C'est juste. Mais attention, à titre gracieux, c'est-à-dire eux. Mais dans le budget de fonctionnement de leur ministère ou de leur administration, il y a des factures d'électricité qu'ils doivent payer. Et donc, ils sont tous brigands, délinquants. Les vrais délinquants, c'est eux, c'est pas les bébés noirs, c'est pas les koulounas qu'on va chercher à gauche, à droite. C'est parce que la conséquence de leurs actes, c'est quoi? C'est que l'État manque d'argent public pour s'occuper des citoyens. Et donc, les citoyens sont laissés à l'abandon, d'où la flambée de la délinquance. La délinquance ne tombe pas du ciel. Oui, mais le paradoxe, c'est une fabrique de la délinquance. Le paradoxe ici, c'est que ce sont ces membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires, on a cité le procureur de la République, il y a même le président du Sénat, Isidore Mbouba, vous avez Zéphir Abou, ils sont nombreux, Jean-Jacques Bouya, ils sont très nombreux là, qui ont en fait pillé la E2C. Pillé. Donc, on privé la E2C de ses moyens pour fonctionner. Il vous crée des taxes. Voilà. Pourquoi on doit payer les taxes? Pourquoi on payerait la taxe audiovisuelle de 1000 francs? Mais d'ailleurs, on doit payer la taxe de solidarité. Oui, mais pourquoi est-ce que le Congolais lambda paierait-il l'électricité si déjà eux ne payent pas? Tout simplement. Et il appartient aux populations d'arrêter de payer les factures de la communication, d'arrêter de payer les factures d'eau, les factures d'électricité, puisqu'on parle de l'électricité, mais on apprend que même l'eau, ils ne payent pas l'eau. Regardez un exemple, M. Perrin. Tous les généraux congolais ne payent rien au Congo. Les généraux de l'armée congolaise, de la police, de l'armée, de la gendarmerie, l'eau, l'électricité, c'est gratuit pour eux. Même les boutiques ont reçu consigne de leur fournir un nombre de kilos de bouffe, alors qu'ils ont dans le même temps 5 à 10 millions de salaires. Et à côté, le Congolais lambda n'a rien à bouffer et il doit tout payer. On appelle ça quoi? On appelle ça la révolution. Là, tout est fait pour que nous allions vers la révolution du fleuve. Il n'y a plus rien à attendre. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre quand on voit tout ce que le pouvoir a mis en place, tout le système mafieux qu'on a mis en place? Nous sommes dans un système de corruption où il y a eu la rentrée en octobre. Il n'y a eu que 7 à 10% d'enfants qui sont allés à l'école parce que les parents manquent d'argent. Oui. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de salaire versé. Et vous apprenez que les dirigeants jouent avec l'argent public. Dans n'importe quel pays, dès demain matin, le peuple se soulève et chasse ce pouvoir. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils sont préparés à ça.
Pourquoi ils dilapident de l'argent? C'est ce que vous avez dit. Ils cherchent des partenaires parce qu'ils veulent voler en masse pour que le jour où ils vont partir, ils ne meurent pas de faim. Donc, ils ont déjà assez volé. Maintenant, les Congolais peuvent se soulever pour les chasser du pouvoir. Alors, Didier Mouni-Volo, alors pour boucler évidemment ce volet sur la E2C, la convention voilà, d'affermage, mais aussi le scandale, c'est-à-dire le récapitulatif sur les impayés qui culmine jusqu'à 18 milliards de francs CFA, de quoi finalement renforcer les capacités de la E2C que d'aller chercher un partenaire alors qu'il y avait de l'argent là, qu'ils doivent 18 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais bien sûr, bien sûr. On ne peut même pas imaginer les sommes. Mais d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que vous verrez, si vous regardez notre loi de finances, vous avez souvent des sorties d'argent. Et les seuls secteurs qui ramènent de l'argent au budget congolais, c'est le pétrole, le gaz, les impôts, les douanes un peu. Mais les entreprises congolaises, vous prenez par exemple tout ce qui est poste et télécommunications, on ne sait pas ce que ça rapporte dans le budget. Vous prenez E2C, les chemins de fer, l'agriculture. Si vous prenez tous les autres secteurs d'activité, mais on aimerait bien savoir qu'est-ce que ces secteurs rapportent au budget de l'État. Eh bien, on ne sait pas. Mais parce que ces secteurs sont des secteurs business de celui qui est au ministère. Regardez les mines chez nous. Les mines, on apprend par les réseaux sociaux que les enfants de Pierre Oba distribuent des licences d'exploration et des licences d'exploitation minière chez nous, en dehors de tout cadre légal. C'est pareil pour le bois. Jamais l'argent du bois n'a transité par le trésor. Personne n'a jamais su. Henri Nzombo est resté ministre des Eaux et Forêts combien d'années? Henri Nzombo. Plus de 25 ans. Mais où est passé l'argent? Mais regardez les grumiers. Regardez les quantités de bois qui sortent du Congo tout le temps. Ça défile tous les jours. On les voit là. Tous les jours. Et on n'a même pas de table banc. Les Congolais chez eux n'ont même pas de chaises. Les Congolais n'ont même pas de buffet. Un buffet pour avoir un buffet, pour avoir un lit. Mais tous les jours, des quantités et des quantités de bois sortent de notre pays, y compris même les essences protégées. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un article sur la presse internationale sur le fait qu'au Congo, on continue d'exporter. Vous savez ce que le Gabon a fait? Ali Bongo, c'est pas un pote. Je ne suis pas fier de comment il a géré, mais il y a une chose qui s'est passée au Gabon. On a par exemple supprimé l'exportation du bois brut. Donc, 70% du bois doit être transformé au Gabon et ceux qui en ont besoin, ils disent de quoi ils ont besoin. Contreplaqué, basting, le modèle. Et en faisant cela, on a créé toute une industrie du bois au Gabon, de sorte que, demandez aux Gabonais, le prix, par exemple, d'un lit, d'une chaise, de table et autres, les prix sont passés de 100 000, 200 000 francs CFA, même monnaie que nous, à 20 000 francs CFA. Les prix ont été divisés carrément par 10, par 15. Et les Gabonais... Oui, mais finalement, Didier Mouni-Volo, là, on est en train de se rendre compte que le régime de Brazzaville, incarné d'ailleurs par Denis Sassou Nguesso, c'est plus qu'une mafia. Il faut trouver un autre qualificatif parce que au Congo, ni l'argent, même l'argent du pétrole n'arrive plus au trésor public. Personne ne sait combien ça coûte. Et là, on nous parle de 500 000 barils par jour désormais. Et personne ne sait par où passe cet argent. L'argent du port, c'est pas tout l'argent du Congo. Personne ne sait par où passe cet argent. C'est quand même bizarre. Et dans le même temps, on vous dit qu'il y a une crise. Le CRC est là pour éclairer les Congolais. Et c'est le travail que nous faisons au CRC. Le pire, c'est qu'on n'a pas arrêté de dire aux Congolais, ça fait des années maintenant qu'on le dit, que pour réaliser ces vols monstrueux des richesses du Congo, Sassou Nguesso, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Sassou Nguesso, c'est lui qui fait venir les étrangers chez nous. Le pétrole est géré par les étrangers. Le directeur de Coraf, c'est un Ivoirien. Le port de Pointe-Noire, géré par les Mauritaniens. Et maintenant, il y a une partie qu'ils ont même cédé aux Turcs dernièrement. L'ATC, le port de l'ATC cédé aux Turcs. Les Turcs vont faire quoi? Ils vont faire la mafia entre Brazzaville et Kinshasa. Depuis quand on donne la zone de frontière aux étrangers? Le long du fleuve, les installations de l'ATC, c'est une frontière. Puisqu'en face, c'est un pays étranger. Et qui vous dit, où est-ce qu'ils ont étudié ça, qu'on donne une frontière aux étrangers?
Les autres, leurs frontières sont en train de construire les murs. Le gaz liquéfié est géré par les étrangers aussi. Le gaz, on ne voit pas l'argent, tout ça, voilà. Notre pétrole est produit en mer, chargé en mer, exporté depuis la mer, et nous-mêmes, on ne voit que dalle. Et qui est à la tête de tout ça? Des étrangers, des Camerounais, des Mauritaniens, des Ivoiriens, des Ghanéens. Et une colonie créée par Sassou. Il fait venir des colonisateurs. Vous croyez que comment, en économie, comment on appelle ces gens-là? C'est des colonisateurs, c'est des impérialistes. Et nous-mêmes, nous sommes en train de livrer notre pays. Au lieu de se soulever, au lieu de se révolter, on trouve encore des gens pour soutenir Sassou. On trouve encore des gens pour applaudir Koliné Makosso. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit, M. Perrin? Que maintenant que Koliné Makosso est là, il a promis quoi? De revêtir Pointe-Noire de sa plus belle robe. Mais elle est où la robe? Le tailleur est mort? Le couturier n'existe plus? Il y a plus de centenaire, oui, probablement que le tailleur est mort. On ne l'a même pas encore enterré. Non, mais c'est curieux quand même. Vous avez un pays qui génère, le CRC vous dit, chaque année, ce n'est pas moins de 3 000 milliards de francs CFA que le Congo génère. La preuve est là encore. Vous imaginez, ça fait 17 ans, ces gens-là ne payent pas les factures. C'est quand même curieux. Mieux vaut en rire parce que finalement, après, et ce sont eux qui viennent faire de leçons aux gens. Et le pire, Sassou se déplace avec les malles d'argent. Aïessa, tous, regardez les danses. Là où ils vont danser, ils se mettent à... Quel est ce gouvernement qui préfère distribuer l'argent pendant les danses que d'utiliser l'argent public pour mettre en place les vraies politiques sociales, les vraies politiques publiques, les créations d'emplois, les créations du travail? Oui, mais ils vont distribuer de l'argent à quel moment, à quelle période? Au moment où ils sont en train de parler de la crise, où les Congolais n'en peuvent plus, c'est la misère totale. Et on les voit distribuer des billets de banque, comme ça passe sur les réseaux sociaux, ils sont contents, ça danse. Une façon de... Mais vraiment un mépris poussé, comme qui dirait, au paroxysme. C'est quoi, combien de fois je vous ai dit que Sassou déteste les Congolais? Combien de fois? Ça fait des années que je le dis. Que Sassou déteste les Congolais. Sassou, sa famille, ses amis, ils n'ont jamais aimé les Congolais. Ils ne sont pas là pour les Congolais. Que les Congolais me montrent un seul exemple au Congo qui pousserait à croire que ce pouvoir-là les aime. Il ne les aime pas. Voilà, c'est le seul pouvoir au monde qui déteste sa population de cette façon. On n'a pas vu ça. On a vu ça nulle part ailleurs. Et comme, pour cela que... comme vous le disiez tout à l'heure, curieusement, il y a encore des courtisans qui peuvent soutenir ce pouvoir. Hein. Mais là, ils ont disparu depuis qu'il y a le scandale de la EDC. Là. Ils ont disparu dès qu'ils ont vu les récapitulatifs des ministres voleurs, les procureurs voleurs, présidents de l'Assemblée voleurs. Ils ont disparu. Ça vient plus là. Ils attendent que ça se calme pour qu'ils rebondissent. Il y a une audio qui circule. Et c'est un fan peut-être du PCT qui dit « Comment voulez-vous applaudir ces gens-là du PCT et vous, alors que vous nous appelez pour vous filer les 30 000 pour payer le courant, les gens que vous applaudissez eux-mêmes ne payent pas le courant. Et vous devez galérer pour payer vos factures d'électricité, mais vous soutenez des gens qui piquent dans la caisse de l'État et en plus ne payent pas les factures. » C'est quoi la morale? Les anti-valeurs dont il parle, les anti-valeurs, c'est quoi la morale? C'est quoi la morale politique? C'est quoi l'éthique politique dans ce pays? Encore que si ça existe encore au Congo. Alors Didier Mwini-Volo, on va donc passer à notre volet de cette émission. C'est l'interview accordée par Denis Sassou Nguesso à France 24. On lui posait la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait des sanctions contre le Rwanda qui agresse la RDC. La RDC, pour ceux qui nous suivent, tout le monde n'est pas forcément congolais. C'est voilà le Congo voisin juste à côté et Kinshasa et Brazzaville. C'est les capitales les plus proches, j'allais dire, de la planète. Alors, Sassou Nguesso a botté en touche. La RDC réclame des sanctions, y compris africaines, contre le Rwanda. Est-ce que vous y êtes favorable ou vous pensez que c'est contre-productif? Bon, on est dans une situation de conflit. Chaque parti essaye de tirer quelques avantages. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le dialogue s'instaure sous une forme ou sous une autre. Donc pas de sanctions, vous n'y êtes pas favorable, j'ai bien compris. Bon, les sanctions n'ont pas toujours réglé
Le problème, ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution à la crise. En train de tourner en rond avec des tournures, et ils pensent que les sanctions ne règlent toujours pas les problèmes, une sorte de compromission, on peut dire. Oui, on peut dire que c'est une sorte de compromission, mais vous savez, sur votre chaîne, j'avais déjà dit que Sassou Nguesso, c'est le roi des paradoxes. C'est le champion de paradoxes. Il est très paradoxal, ce monsieur, et il a un vrai problème à régler avec lui-même. Vous voyez, déjà, vous l'avez dit, hein, moi j'ai suivi l'interview, il botte en touche, il tourne autour du pot, mais déjà, c'est, je crois, Nelson Mandela qui disait, lorsque la maison de votre voisin est en train de brûler, vous ne pouvez pas regarder ailleurs. Il faut plutôt l'aider à éteindre le feu, parce que le vent qui souffle peut faire tourner les flammes et même votre propre maison aussi peut brûler. La RDC, comme le nom l'indique, République démocratique du Congo, juste à côté de la République du Congo, nous avons en commun plus de 90% le même peuple. Donc, peu importe l'agresseur, moi je ne dis pas qu'il faut faire la guerre au Rwanda, mais au moins raisonner les Rwandais, raisonner Paul Kagame pour que ça cesse. Parce que qui meurt à l'est de la RDC, ce sont nos femmes, ce sont nos enfants, ce sont nos frères. J'ai dit aux Africains, je ne citerai pas les noms ici, ceux qui se sont montrés comme étant des pros, je ne sais pas quoi, et des anti-Occidents. Je vous assure, M. Perrin, j'ai pris le temps de méditer sur la situation de l'Afrique noire dans sa globalité, peu importe le pays. Et j'ai proposé aux Africains de parler au nom du panafricanisme dialectique ou panafricanisme de progrès et de développement. Je m'explique. Quel est mon intérêt à moi d'aller critiquer l'Occident, d'aller seulement critiquer l'Occident, alors même qu'aujourd'hui, ceux qui assassinent en RDC, même si on dit que c'est pour les intérêts occidentaux, mais ceux qui assassinent, ceux qui prennent les armes, ce sont des Noirs comme nous, ce sont des Africains comme nous. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on découvre? Sont arrivés aux États-Unis des gens, Trump, J.B. Vance, Elon Musk, qui veulent détruire l'Europe. Nous avons tous suivi la prise de parole à la conférence de Munich, conférence sur la sécurité de l'Europe, le vice-président américain qui vient tenser les démocraties occidentales. Jamais dans l'histoire des relations entre l'Europe de l'Ouest, l'Europe occidentale et les États-Unis, depuis 1945, près de 70 ans, on a eu des responsables américains pointer l'Europe à ce point, critiquer la démocratie européenne, critiquer les libertés individuelles qui ne sont pas respectées en Europe et féliciter Poutine. Mon Dieu, qui l'aurait cru? Remettant même en cause la sécurité de l'Europe en disant « Mais si Poutine veut conquérir l'Europe, nous n'allons pas envoyer nos soldats. » Et d'ailleurs, si Zelensky veut encore de nos matériels militaires, il doit nous donner ces terres rares. Mais c'est d'une brutalité sans précédent dans les relations internationales. Aujourd'hui, nous entrons avec le retour de Trump au pouvoir dans un cycle de désorganisation du système international dont on ne sait pas comment les choses vont se passer. Vous allez voir dans les semaines à venir, après la conférence de Munich, les Européens, Français, Allemands, Anglais, même les Anglais, alliés indéfectibles de Washington, les Anglais ont été retamés par J.D. Vance. C'est incroyable, personne ne s'attendait. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Au moment où les États-Unis veulent réaffirmer leur hégémonie sur le commerce mondial, sur les matières premières du monde, puisque Trump, c'est de la politique business, nous, on est en train d'assassiner encore nos propres frères à l'est de la RDC. Au lieu de mettre fin à cette guerre et de dire à la RDC que ces matières-là, ça vous appartient, ça va vous ramener de la plus-value, de l'emploi, de la sécurité, du bien-être, mais il faut que ces matières permettent le développement d'une vraie industrie en Afrique.
on ne va pas exporter, mais ça va être une stratégie globale, régionale, africaine, avec ces matières premières. C'est ce que l'Europe a fait avec le charbon et l'acier. Oui. Évidemment, toute cette politique, cette stratégie économique ne peut être implémentée que si jamais il y a la paix, si jamais la RDC retrouvait, comme qui dirait, sa souveraineté, sa plénitude. Mais c'est là où Denis Sassou Nguesso doit montrer sa voilà. Mais c'est là où Denis Sassou Nguesso doit montrer qu'il est un chef d'État depuis 40 ans, qu'il maîtrise les enjeux internationaux. Or, il ne les maîtrise pas. Sassou Nguesso veut aller régler les problèmes des Libyens quand il ne peut pas régler les problèmes de ses frères à Kinshasa. Il veut régler le problème des Libyens, alors que les problèmes entre son frère de Kinshasa et son cousin du Rwanda, il n'arrive pas. Le vrai problème aujourd'hui, où la question à poser, je sais pas moi, si c'est à Denis Sassou Nguesso lui-même, pourquoi ne recule-t-il pas, pourquoi n'annule-t-il pas ces accords? Parce que la preuve, c'est que même l'UE qui avait des accords avec le Rwanda, c'est ce que nous apprenons là, apparemment, ces accords sont mis en difficulté, probablement qu'ils vont retirer ça, ils vont les annuler. Pourquoi Denis Sassou Nguesso, lui, ne peut pas reculer pour au moins sauver et ne pas être surtout en adversité avec les voisins? Alors, Denis Sassou Nguesso se moque des Congolais, il se moque des Rwandais, il se moque des Congolais de la RDC parce que ce qui l'intéresse, c'est lui. Il est très narcissique, je vous l'ai toujours dit. Quand vous étudiez la structure psychologique de Sassou, c'est une personnalité narcissique. Et un narcissique, d'ailleurs, dans la mythologie grecque, Narcisse, un jour, se promenant au bord de la rivière, voit son visage dans la rivière. Il se voit tellement beau qu'il passe maintenant le plus de son temps à s'admirer lui-même. Alors, selon les mythologies, il finira par tomber dans l'eau par inadvertance et comme il ne savait pas nager, il va finir par mourir. Mais les narcissiques sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils préfèrent la mort qu'au renoncement de son narcissisme. Donc, Sassou ne va pas renoncer à lui-même. Il faut le faire renoncer, quitte à le faire par la révolution du fleuve que le CRC propose. Donc, il se moque de tout le monde, que les Rwandais se cassent la gueule avec les Congolais de la RDC et que, au final, les Congolais de la RDC vont détester par erreur les Congolais de Brazzaville qui eux-mêmes souffrent par la faute de Sassou, lui, ça lui apporte de la jouissance. Et même si demain, au final, tout ça fait qu'il puisse fuir, mais il a déjà accumulé tellement des milliards, il va aller vivre ailleurs en continuant toujours à penser qu'il avait raison. Mais moi, j'ai envie de dire une chose aux Congolais de la RDC, j'ai apprécié leur lucidité. Les gens ont dit ce qu'ils voulaient parce qu'on a attaqué notre ambassade. Mais les gens, s'ils veulent, ils peuvent venir débattre avec moi. Lorsque vous êtes un pays qui est attaqué par un autre pays et à côté, vous avez des gens qui signent des accords, vous l'avez dit, pourquoi l'Union européenne a reculé? Mais parce que dans cette situation, l'Union européenne n'allait pas accepter qu'on pointe toujours du doigt le fait qu'ils ont des accords militaires. J'ai déjà expliqué que les militaires rwandais qui sont à l'est de la RDC, j'en fais l'hypothèse en tant que spécialiste des questions internationales, ce sont des militaires formés par l'argent de l'Europe et de l'ONU. Lorsque les Européens financent l'armée rwandaise, financent les formations de l'armée rwandaise pour aller au Mozambique ou en Centrafrique, dans le cadre de la rotation, les officiers rwandais qui rentrent au pays deviennent un danger pour Kagame. Kagame, pour les éloigner, il les envoie soutenir le M23. Comme ça, lui, il est tranquille, il peut dormir tranquille. Pendant que et les généraux, qu'ils soient français, américains et autres, ils sont formés pour combattre. Ils adorent les guerres. Ils adorent les guerres. Et donc, en face des militaires de la RDC qui sont peut-être pas bien formés, vous savez, des officiers, des hauts officiers rwandais qui ont bénéficié à un moment donné de la formation de l'ONU en tant que troupe d'interposition et de soutien de l'Union européenne. Et donc, demain, ça va revenir en boomerang. Les Européens sont obligés de prendre le devant. Autre chose que les Européens ont fait que Sassou ne fait pas, c'est que le budget rwandais, tout comme le budget sénégalais, je n'en ai pas parlé, le Sénégal comme le Rwanda, ils bouclent leur budget avec l'aide de l'Union européenne, leur budget national. Comment il peut trouver l'argent? Eh bien, l'Allemagne a coupé l'herbe sous les pieds, a dit, moi, je ne donne plus l'argent. L'Union européenne a dit, je ne donne plus l'argent. Et c'est peut-être ça qui fait que Nanga doit vite descendre vers le sud Kivu. Comme ça, il a de quoi monnayer ces échanges. Mais moi, je pense que Sassou est incapable de proposer les solutions parce qu'il est narcissique et il ne va jamais renoncer aux accords, sauf si les Congolais de Brazzaville le boutent dehors et les Congolais de Brazzaville mettent fin aux accords. S'il faut
abriter des Rwandais qui ne peuvent pas rentrer chez nous. Ils ne seront pas dans les zones de frontières. Il faut les dégager des Maluku, il faut les dégager de la Bouenza et donc créer à Brazzaville des camps de réfugiés, puisque c'est des réfugiés, créer des camps de réfugiés, quitte à ce que nous puissions les supporter avec notre argent. Ils resteront dans les camps de réfugiés et ils n'auront pas accès à la nationalité congolaise. Il faut être ferme quand on traite les questions internationales. La main ne doit jamais trembler lorsqu'il s'agit des questions internationales. J'ai regretté l'absence de prise de position de Denis Sassou Nguesso. Il aurait dû se positionner, non pas pour aller faire la guerre au Rwanda, mais au moins condamner le Rwanda en tant qu'agresseur, puisque tel est le cas, et demander le cessez-le-feu avec une proposition des troupes d'interposition congolaises de Brazzaville avec l'Angola, puisque c'est notre sous-région. Les belligérants directs, on les écarte, mais nous pouvons envoyer les troupes d'interposition pour essayer de mettre fin au massacre des pauvres femmes et des enfants. Mais malheureusement, notre armée est aux abonnés absents. Nos généraux passent plus de temps à danser le bokoko qu'à réfléchir sur une stratégie pour sécuriser l'Afrique centrale. Voilà, Didier Mwini-Volo, on va terminer donc avec le tout dernier volet. Il porte sur le sport. Vous appreniez, comme tous les Congolais d'ailleurs, le 6 février dernier, le Congo avait été sanctionné par la FIFA, c'est-à-dire dès lors le Congo ne peut plus prendre part aux compétitions internationales. Alors la réaction de Hugues Ngwelondele, donc le ministre des Sports, c'est de dire bon écoutez, de toute façon on peut faire 20 ans sans faire le sport. Et d'ailleurs, c'est une occasion pour lui de remettre les choses dans l'ordre, reformer, comme il disait, redynamiser le sport congolais. Il a été reçu, je crois, au Parlement. Là-bas, il a tenu presque le même langage, mais je crois que certains députés ont pu le ramener, je crois, à la raison. Mais jusque-là, on comprend bien qu'ils sont tête. Voilà. Donc pour Hugues Ngwelondele, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Voilà. Et puis bon, c'est une sanction, que voulez-vous, c'est arrivé. Il va travailler jusqu'à je ne sais quand. Mais Hugues Ngwelondele oublie que le sport, comme on le dit, c'est bien plus que ce qu'il pense en fait. Mais il y a toute une économie, autour du sport. Alors, j'ai suivi cette information parlant de la sanction du Congo, ce qui fait qu'il nous restait 2 matchs dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Bon, on était déjà dernier de notre groupe, donc les 2 matchs, on ne peut plus. Ça suppose que on ne peut plus participer aux compétitions internationales, à la fois les clubs, mais aussi notre équipe nationale. Mais M. Perrin, moi, ce qui m'a fait peur, ou ce qui me fait peur, contrairement à Hugues Ngwelondele, mais c'est une bande de médiocres, c'est une bande d'incapables. Donc, s'ils sont suspendus, ils sont suspendus. D'ailleurs, on voit sa réaction compulsive en disant, s'il faut rester 20 ans, on restera 20 ans. Mais on ne réagit pas comme ça quand on est ministre. Le problème, déjà, quand vous regardez la sanction, il n'y a même pas de date limite de sanction. C'est-à-dire que nous sommes sanctionnés jusqu'à nouvel ordre. Mais nouvel ordre, c'est quoi? C'est plus l'infini. C'est quand même curieux. Or, que doit faire le ministre des Sports? Alors, moi, minimum de minimum, c'est peut-être saisir le tribunal de football, saisir les commissions de discipline de la FIFA pour essayer d'atténuer, pour essayer d'avoir un délai, d'avoir un cahier de charge, d'avoir une stratégie. Mais quel est le motif pour lequel notre fédération a été suspendue? La FIFA ne suspend pas une fédération parce que vous n'avez pas de stade homologué. La FIFA ne suspend pas une fédération parce que vous n'avez pas bien fait votre danse mopacho. La FIFA ne suspend pas une fédération parce que vous n'avez pas de beaux costumes. Il y a une chose qui révolte les dirigeants de la FIFA depuis la création de la FIFA: l'ingérence politique. En France, il y a eu une crise entre la Fédération française de football et la Ligue professionnelle, c'est-à-dire la Ligue qui gère les championnats Ligue 1, Ligue 2. Et à un moment donné, en France, on a craint l'intervention du politique, et d'ailleurs, certains Français appelaient les politiques à intervenir. Tout de suite, mise en garde de la FIFA. Si les politiques interviennent, la Fédération française de football sera suspendue avec effet immédiat. Et donc, le gouvernement français n'est pas entré là-dedans. Monsieur Perrin, il y a quelques mois ou une année, voire un peu plus, on apprend à Brazzaville que par un coup de bâton magique, on suspend les dirigeants
de la fédération et un comité ad hoc, une commission ad hoc a été mise en place par le biais de qui? De Hugues Golondele. Messieurs, mesdames, Hugues Golondele est ministre de sport. Il savait, sauf s'il est idiot. Monsieur Perrin, il savait dès lors qu'il avait mis en place cette commission ad hoc en violation des règles, des lois de la FIFA, c'était qu'une question de temps. Le Congo, la fédération congolaise allait être suspendue des compétitions internationales. Je ne pense pas non plus que cette suspension, cette sanction soit une surprise pour Hugo Lelele. Il le savait et il s'y attendait parce que il a eu des mises en garde tout le temps. On le lui a rappelé. Il y a eu même Mais avant que la FIFA n'arrive à la sanction définitive de suspendre une fédération ou un pays comme vous voulez, la FIFA commence d'abord par mettre en garde, demande qu'on revienne au cadre initial, et ainsi de suite. Le Cameroun est passé à 2 doigts d'être suspendu. Heureusement que les politiques ont fait machine arrière entre le conflit entre Samuel Eto'o et comment on appelle, et son ministre des Sports. Bon, il s'est resté dans les limites. Donc, les courriers sont arrivés au ministère du Sport, à la Fédération congolaise de football pour revenir au cadre habituel. Mais puisque les gens n'ont pas voulu, évidemment, la sanction tombe. La sanction ne tombe pas du jour au lendemain. Mais ça montre encore, Monsieur Perrin, je vous parlais de Denis Sassou Nguesso qui est narcissique, mais vous avez au Congo ce pouvoir, c'est un pouvoir des narcissiques, c'est des suicidaires. Ils préfèrent les la gens mort. qui prennent plaisir au malheur des Congolais, voilà. Mais ils préfèrent mourir que d'être dans un cadre réglementaire, même vis-à-vis des institutions internationales. Vous imaginez? Même vis-à-vis des... Mais on a eu la même chose avec le FMI. Alors que le FMI est en train de dire à Denis Sassou Nguesso que vous avez maquillé vos comptes publics, revenez dans le cadre normal, sinon vous serez sanctionné. Mais ils n'ont jamais changé. Jusqu'à ce que on est sorti des mécanismes du FMI. Donc, c'est des dangereux. Donc tout ça, c'est la population qui paye. De toute façon, ils se disent. Eh ben, il faut que le souverain primaire reprenne ses droits. Un peuple qui ne peut plus se révolter pour défendre ses droits, il est mûr pour l'esclavage. Et ce qui se passe au Congo, on est dans la colonisation, mais on va descendre dans l'esclavage. Parce qu'on va devenir des esclaves dans notre propre pays. Si on ne l'est pas déjà devenu, parce que tel que les Congolais vivent aujourd'hui, il y a de quoi dire. Ils vivent comme... Bon, après, on peut me le reprocher, mais moi, c'est ce que je constate, c'est que les Congolais vivent... en fait, ils n'ont plus les droits. Voilà, la vérité, c'est ça. Mais Monsieur Perrin, on ne va pas revenir là-dessus. Vous avez une société à Verda qui touche 2 milliards de francs CFA tous les mois. C'est de notoriété publique, mais qui ne ramasse pas des poubelles, ça ne dérange personne. C'est bien dommage. Et donc, j'aime à rappeler que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie de sa situation. Ben voilà. En tout cas, merci beaucoup Didier Mwini-Ivolo d'avoir encore été avec nous sur R7 et d'avoir abordé toutes ces questions d'actualité congolaise. Ça a été vraiment un plaisir. Et donc, à nous retrouver très prochainement. Merci à vous. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi, en tant que porte-parole du CRC, d'édifier, d'éclairer les Congolais. Et nous espérons, en tout cas au niveau du CRC, que le souverain primaire, le peuple congolais, prendra toute sa responsabilité et puis mettra ce pouvoir dehors parce que c'est la seule solution. En tout cas, il n'y a pas 36 000 solutions puisqu'on découvre que même le procureur ne paye pas ses factures. Donc, ça suppose que dans ce pays... Qui va juger qui va interpeller qui? Plus personne. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est triste. C'est vraiment triste pour nous. Voilà, un gouvernement des délinquants qui a pris finalement le Congo en otage. Mesdames et messieurs, en tout cas, grand merci de nous avoir encore fait confiance, de nous avoir suivis aujourd'hui. Et comme d'habitude, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partager, aidez-nous à atteindre donc un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Didier Mwini-Ivolo. Je rappelle, il est spécialiste des relations internationales et porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Merci et à très bientôt. Merci à vous.